Ils m'ont décrit sur les photos que j'avais mis de moi quand je venais d'accoucher en disant comme si elle venait de se prendre un 33 tonnes ou je sais plus quoi. Et Ah j'ai oui, dit non, c'est je vrai, venais juste c'est d'accoucher normalement. Enfin, y a pas de, c'est juste mon visage après. J'ai pas besoin de trouver un autre truc, c'est juste ça, quoi, tu vois. Voilà. On allait parler d'humour et d'olive, du coup. Parce que tu as la passion du rugby et de mettre des doigts dans les fesses des gens. J'adore ça. C'est Et ça. je peux pas m'en empêcher, c'est terrible. Hein. C'est dingue. Ça me met très à l'aise parce que comme je suis pas très à l'aise face aux gens, tu peux le voir, je suis très timide. Ouais. J'adore mettre un petit doigt dans le cul. Ça détend tout le monde, ça fait du bien. Et puis voilà. Puis en ce moment, il faut faire ça en ce moment. Faut toucher les gens sans leur demander comme ça. Je veux dire, c'est pour ma carrière, pour tout, pour la suite de ma vie. Je veux dire, c'est parfait. C'est très Covid friendly. Ok. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Laura Calu. Alors, vous la connaissez sûrement, peut-être, elle est humoriste, elle est comédienne. Elle a fait ses armes sur YouTube, sur ses comptes sur les réseaux sociaux aussi notamment, mais avant tout dans son spectacle Laura Calu en grand, dont elle termine la tournée là au moment, et je pense qu'il y aura peut-être une petite nouvelle sur le sujet dans l'épisode. En fait, je le sais, mais comme vous avez compris, moi je connais déjà le contenu. Donc voilà, je fais semblant, je fais un teasing. Voilà ce qui se passe. Et justement, on va parler de ça, on va parler de l'humour. On va parler de l'humour parce qu'en fait, souvent sur les réseaux sociaux, on voit passer des choses, on voit passer beaucoup de choses sur l'humour. Moi, il y a des choses qui me font beaucoup rire. Il y a des choses, pourtant même d'humour noir, qui me font énormément rire. Des choses où je ris, parfois je me sens gêné de rire. Même, je sais pas si ça vous le fait, je suppose que ça vous le fait. Et il y a des sujets qui me touchent particulièrement, moi, dans mes combats, qui sont la parentalité et l'enfance. Et justement, ça va être la question qu'on va aborder avec Laura, c'est mais est-ce qu'on peut vraiment rire de ces sujets-là et comment on peut en rire si on peut en rire? Et bien entendu, ce qu'on va dire va certainement s'appliquer au reste des sphères de l'humour et des sujets. Je pense que c'est important aussi d'oser en parler, d'oser se dire ces choses-là. Alors vous verrez qu'on a bien accroché avec Laura et on a une discussion qui est clairement très très détendue avec des mots et un ton qui est un petit peu différent de ce qu'on peut avoir d'habitude où vraiment il y a des moments où ça se lâche. Et toujours est-il qu'en tout cas, nous on a passé un très bon moment pour enregistrer et je remercie beaucoup Laura pour ce moment, pour cet enregistrement. J'ai pu voir son spectacle sur scène, elle est incroyable. Donc je vous invite aussi à aller voir son spectacle ou en tout cas ses futurs projets. Je vais commencer par une première question. Laura, c'est quoi l'humour? Je vous souhaite une très bonne écoute. L'humour, c'est un sentiment humain. C'est normal. Comment te dire, l'humour, c'est un truc inné qu'on a tous en nous, qui détend tout le monde, qui fait du bien à tout le monde, qui dédramatise, qui nous porte, qui nous ouvre le cœur, qui nous permet de moins souffrir. Et c'est surtout vraiment, je reviens là-dessus, mais très naturel. On en a tous besoin et je pense que tout le monde a le sens de l'humour. Voilà. Tout le monde a le sens de l'humour et pourtant on rit pas forcément des mêmes choses, tu vois. Non, on rit pas forcément des mêmes choses, mais on a tous le sens de l'humour. Après, je pense qu'on peut rire tous des mêmes choses, mais avec des personnes différentes. Par exemple, en termes d'humoriste, par exemple, moi, il y a un humoriste qui peut faire une vanne, me faire mourir de rire. Un autre humoriste fait la même vanne, va pas forcément me faire rire. Tu vois ? Ouais, c'est quoi qui joue? C'est le ton? C'est le ton, c'est la connerie dans les yeux, je dirais plus. Ah ouais. Souvent, mon metteur en scène, qui est aussi mon mari, me dit avant de monter sur scène, n'oublie pas d'avoir la connerie dans les yeux. Et en fait, ça m'aide de ouf à me mettre en situation de scène parce qu'avoir la connerie dans les yeux, c'est... Tu le vois, tu vois, on a tous des acteurs ou des humoristes qu'on aime bien et des fois, ils te font rire juste... Tu peux te dire, putain, il n'a pas besoin de parler. Lui, il arrive quelque part, il me fait rire. Et je sais que tu vois. Et ben, c'est parce qu'ils ont la connerie dans les yeux. Tu sais qu'ils vont faire une connerie à tout moment. Et voilà. Avoir la connerie dans les yeux, ça change tout. Tu peux rire du beau fourchette. Tu vois, avec quelqu'un qui a la connerie dans les yeux, mais c'est vrai. Voilà. Donc, j'essaye de cultiver ce truc-là. Pour moi, c'est Alain Chabat qui a ça, tu vois. Depuis des années. Il arrive quelque part, je sais qu'il va faire une merde. Tu vois, et il n'a rien besoin de faire, il me fait rire. Oui, puis c'est vrai qu'il suffit qu'il regarde autour de lui et en fait, tu sens qu'il cherche une connerie. Ouais, voilà. Donc, par contre, ça, il peut me dire à peu près n'importe quoi, tu vois. Alors que ça se trouve, il regarde juste autour de lui, tu vois. Voilà, c'est ça. Même ça, c'est drôle. C'est très drôle, Alain Chabat qui regarde autour de lui. Je suis mort de rire. Une fois, il a pris une fourchette. Ouais. Et c'était hyper drôle. Et ben voilà. Il a mangé avec. Ben voilà. Et c'était incroyable. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué des fois de rire de certains sujets? Parce que parfois on manque de recul, parfois on se sent trop concerné et on n'a pas envie de rire, tout simplement. Je pense que ne pas rire de quelque chose qui habituellement nous fait souffrir, ça demande vraiment un effort
de détachement. Rire de quelque chose qui habituellement nous fait souffrir. Ouais, voilà, c'est ça. Rire Ok. de quelque chose. Excuse-moi, qui habituellement nous fait sourire. Super dur cette phrase. Putain, je suis humoriste, hein, je suis pas. Non, mais moi, la littérature et tout. Non, mais tu vois, ça demande vraiment un effort considérable. Et je suis la première à défendre la liberté d'expression dans l'humour, surtout le premier, le second degré. Essayer de rappeler aux gens que l'humour, c'est de l'humour, qu'il faut pas tuer l'humour. Mais moi aussi, il y a des sujets qui me font souffrir. Combien de fois je me suis vexée quand j'allais voir des spectacles de potes et qui faisaient des vannes où je me sentais concernée. Et ça demande vraiment un effort considérable de le prendre avec recul, de pas forcément prendre mal l'humour. Après, ça dépend. J'ai plein de trucs à te dire en fait, mais ça dépend Mais où tu vas-y, vois dis-le. l'humour. Là, clairement, je vais pas citer de nom, mais j'ai un ami humoriste qui s'est retrouvé dans un scandale parce qu'il avait fait dans une émission une blague qui est pas du tout passée. Et ça a fait un scandale. Une tollée, maintenant, ça a fini en cyberharcèlement sur ses réseaux parce que du coup, il a vexé des gens qui sont allés s'en prendre à lui sur les réseaux sociaux après l'émission et tout. Et en fait, j'en ai déduit qu'il avait fait une blague à un endroit où les gens n'étaient pas prêts à la recevoir. C'est-à-dire dans une émission comme ça, c'était pas possible de faire ce type de blague-là. En revanche, je pense que les gens qui auraient choisi d'aller voir cet humoriste sur scène, là où c'est la place de la blague, en fait, auraient ri de cette blague et en fait, ça aurait pas fait un scandale. Donc aujourd'hui, je pense, moi, qu'on peut rire presque de tout, mais je pense surtout qu'on peut rire de tout là où il faut rire de tout, c'est-à-dire dans une salle de spectacle. Tu vois, moi, des fois, il y a énormément de gens qui se vexent pour mes blagues sur Internet. En revanche, oui, en revanche, il y a énormément de gens qui viennent me voir sur scène, et ça, c'est super, merci. Mais ils se vexent jamais dans ma salle. Tu vois, je crois qu'en 4 ans de spectacle, j'ai dû recevoir 2 fois des commentaires sur des sites de réservation de gens qui avaient été vexés par une vanne sur, je sais pas combien, peut-être 30 000 spectateurs, tu vois. Donc, c'est pour ça, tu vois, parce que les gens ont conscience dans une salle de spectacle, c'est du spectacle. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention où on fait des blagues. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, en tant que simple spectateur, c'est vrai que quand je vais voir un spectacle humoristique, où les scènes, les scènes avec plusieurs humoristes qui passent, tu vois. Les scènes ouvertes. Ouais, c'est ça. T'y vas en te disant, voilà, ça va être de l'humour, je sais ce qui se passe. Et en même temps, comme tu le dis très justement, les humoristes s'expriment devant un public qui, a priori, est averti que ça va être de l'humour. Oui. Et je trouve ça intéressant. Est-ce que quelque part aussi, si tu veux, c'est pas le sujet des réseaux sociaux, comme tu le dis, il y a une place pour la blague. Tu vois, la faire sur un plateau télé, c'est peut-être pas sa place en effet. Ouais. La faire sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas sa place en effet. Ouais. Moi, j'ai des exemples qui me viennent en tête. Moi, je sais qu'il y a des blagues qui me font pas rire du tout. Oui. Tu vois, très clairement. Il y a quelque temps, j'ai réagi sur un humoriste qui, donc on dira pas de nom, je sais, qui. Le problème de cet humoriste, c'est que ce n'était pas une blague. C'est pas celui-là. D'accord. mais on y reviendra du coup. Ouais, voilà. Mais en l'occurrence, c'était sur TikTok, il y a des trends, tu vois, il y a des sons tendances pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Et du coup, il y a une trend qui était le bruit d'un enfant qui on met une gifle. Ah. Et ok. Voilà, qui on met une gifle. Et l'enfant part en pleurant. Et en fait, l'humoriste joue le rôle. Il est dans une salle d'attente. Voilà, quand l'enfant qui est dans la salle d'attente, je lui en mets une. Et c'est de l'humour. Ouais. Tu vois ? Ouais, mais ça me fait pas rire non plus. Oui. Non, mais toi, ça va pas nous faire rire. Après, il y a des gens que ça a fait rire. Il y a des gens qui ont dit, il n'y a pas de souci, c'est de l'humour. Et alors, je vais te donner mon sentiment à moi. Je veux bien qu'on échange dessus. Parce que, si tu veux, aujourd'hui, on est dans un pays en France où les gifles, par exemple, sur les enfants, la violence, bien que ce soit interdit par la loi depuis 2019, c'est monnaie courante, quoi. C'est quand même culturellement bien présent. Et si tu veux, je me demande toujours, quand je vois ce genre d'humour, dans quelle mesure on n'est pas, si tu veux, par rapport au contexte de société, on n'est pas en train de banaliser une violence qu'on essaye d'éradiquer, quoi. Oui, je vois. Non, mais si. Mais en fait, je réfléchissais en même temps parce que non, ça me fait pas rire non plus. Je comprends pourquoi ça te fait pas rire. Et j'en parlais avec une amie à moi qui s'appelle Marion Querc, qui est une grande militante de la non-violence éducative. Et elle me disait, mais tu sais, elle vit en Suède, elle a fait un documentaire sur le sujet, où la violence éducative est interdite il y a plus de 40 ans. Et en fait, elle me disait, tu sais, en Suède, il y a beaucoup d'humour sur les violences éducatives. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et c'est très répandu et beaucoup de gens rigolent. Mais parce qu'en fait, on sait que ça ne se produit plus. Ouais. Et du coup, culturellement, en fait, comme on sait que ça risque pas d'arriver, tu vois,
c'est ok en fait. On peut en rire maintenant parce que c'est presque un truc qui est oublié si tu veux, dans la culture. Donc ils se permettent beaucoup d'en rire. Ouais. Et souvent je fais le parallèle avec par rapport à ce type de blague avec les violences faites aux femmes, tu vois. Oui. J'étais en train de penser à ça. Tu vois, est-ce que demain, un humoriste qui arrive, je sais pas, à tout hasard, là je vais dire un nom, tiens, à tout hasard Jean-Marie Bigard, qui arrive, qui dit « Oh, ma femme, elle m'a saoulé, bam, je lui ai mis une gifle, c'est bon, arrêtez de parler. » Est-ce que les gens, tu vois, s'insurgeraient parce que culturellement, la violence faite aux femmes n'est plus quelque chose d'accepté? Ouais. Et pourtant, ça reste de l'humour. Il avait été dans un scandale comme ça. Où il avait fait une blague avec un viol, oui. Il avait fait une blague avec un viol. Sur un plateau télé aussi, tu vois. Ouais. En fait, ce que je trouve malheureux, je sais pas trop quoi te répondre à ça, à part que TikTok, moi, c'est un réseau que je déteste. Je déteste. Je trouve que tout est violent sur ce réseau. Je trouve que ce qui est le plus violent sur ce réseau, c'est de voir à quel point les gens s'attardent sur des trucs qui n'ont aucun sens, qui sont bêtes. Enfin, je suis désolée, je suis transparente. Hein. Peut-être que je fais une généralité, mais je m'en fous. Moi, je trouve que c'est débile, que ce réseau, il est violent et qu'il est... c'est vraiment la poubelle des réseaux sociaux. Je trouve qu'ils ont fait un mélange de... Il y a Twitter. Ah, il y a Twitter. Ouais, mais Twitter, c'est encore autre chose. C'est violent verbalement, Twitter. Ouais. C'est méchant. Mais TikTok, je trouve qu'on est sur un truc où... Oh là là, on voit le monde partir en live, quoi. Tu vois les centres d'intérêt vraiment chuter, c'est vraiment terrible. Et du coup, je vois tout à fait la vidéo que tu me décris. Je l'ai vue, cette vidéo. Effectivement, je trouve que c'est nul. Et le pire, je trouve que c'est que ce soit vu beaucoup sur TikTok et que du coup, l'âge moyen de TikTok, c'est des ados. Et c'est ça qui est terrible, tu vois. Je rirais pas de cette blague si elle était sur scène. Je rirais pas parce que je la trouverais pas drôle et que ça m'a jamais fait rire de rire de la violence de toute façon en général, de frapper. Je trouve pas ça très drôle. Mais je l'accepterais plus. Je me dirais, bon, il a fait une blague ratée, elle est nulle, c'est dans son spectacle, on s'en fout. Les gens, ils sont avertis, ils sont là. Les gens qui se déplacent, qui achètent une place de spectacle, c'est quand même des gens, normalement, qui, tu vois, qui réfléchissent. Donc, aussi, voilà, de l'humoriste, peut-être, ils connaissent un peu son univers avant aussi, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, les gens, normalement, dans une salle de spectacle, qui se déplacent et tout, c'est des gens qui savent peser le pour, le contre, reconnaître l'humour, tu vois. Mais sur TikTok, malheureusement, mais c'est ça. Les gens qui voient ça, ils font « ouais, grave !» Ah ouais, c'est clair, ils sont chiants, les enfants des autres. Tu vois, donc c'est ça qui est terrible. C'est ça qui me tue le plus. C'est comme je te disais tout à l'heure, choisis où tu fais tes blagues, bordel. Tu vois, si vraiment tu as envie de faire cette blague, essaye de la faire ailleurs et intelligemment, tu vois. Et explique-nous pourquoi. Est-ce qu'il y a un fond? Ce que j'aime quand il y a une blague violente, et ce que j'aime dans l'humour noir notamment, c'est que c'est souvent quand tu t'en sers pour dénoncer quelque chose. Par exemple, ça va être difficile, enfin moi qui fais surtout du personnage, pour dénoncer le racisme, je vais interpréter un raciste. Tu vois. Et donc, pour interpréter un raciste, je vais tenir des propos racistes en personnage. Ça, malheureusement, sur les réseaux sociaux, les gens ont du mal à le comprendre. Même avec une moustache, si Laura Calu, tu vois, fait une blague sur les Noirs, c'est que Laura Calu est raciste. Non, tu vois, si j'ai une moustache, c'est parce que je joue Jean-Pierre, tu vois, un raciste pour dénoncer le racisme. Et là, sur scène, les gens vont en avoir conscience. Sur les réseaux sociaux, c'est plus compliqué, tu vois. Bon, bref. Ça marche avec les chasseurs? Oui, oh là là. Oh là là, mais tu sais que mon père est chasseur, en plus. En plus. Mon père est chasseur et c'est terrible. D'ailleurs, j'en ai jamais vraiment parlé. T'es le premier à qui je le dis avant mon prochain spectacle. Parce que je vais en parler un jour, alors que moi, je suis contre la chasse, tu vois. Mais si je fais des blagues sur la chasse, les gars, c'est parce que je connais, tu vois. Mais bien sûr. Je connais, justement, tu vois. Je me permets pas de rire d'un truc que je connais pas. Bon, bref, voilà. non, mais c'est ça. Après, tu vois, par exemple, je me demande s'il n'y a pas aussi une façon de rire quand même de ces situations. Tu vois, je sais pas, par exemple, cette même trend, si tu veux, peut-être qu'on pourrait faire de l'humour dessus en disant ce que je ressens. Oui. Tu vois, vraiment se mettant du coup dans la place, plutôt dans la réflexion du personnage, comme tu le dis, plutôt que dans la banalisation de la violence de la société. Mais est-ce que ça ne demande pas quand même un effort, du coup, de réflexion sur une vanne au lieu de simplement reproduire une trend TikTok à la con? C'est tellement facile. Le problème aujourd'hui, c'est que l'algorithme te pousse à créer. On en parlait tout à l'heure en off. En fait, il faut créer tout le temps pour être toujours là. Donc, les gens ne réfléchissent plus. C'est terrible. Donc, ils veulent poster des trucs sans vraiment réfléchir. Mais en fait, si le gars, je te donne un exemple, si le même humoriste avait pris ce truc-là en jouant la même chose, mais pour parodier les gros cons qui frappent leurs enfants. Bien sûr. Voilà. Le problème, c'est que lui, non. Il a fait il a joué le truc comme le truc. C'est-à-dire que c'était rigolo de frapper un enfant. C'est ça. Sauf que c'est là que ça te saoule et c'est là que c'est nul et que c'est pas marrant et que c'est pas recherché.
Vraiment, c'est absolument pas recherché de rire de ça. Tu Ah vois. oui, moi, tout à fait d'accord. Par contre, quand un humoriste fait de l'humour noir, j'en connais plein qui ont fait des blagues, par exemple, sur. Il y en a qui ont cité Marie Trintignant, il y a eu des trucs horribles, tu vois. Alors, on est pour, on est contre, on n'aime pas, ça nous touche. N'empêche que quand c'est pour dénoncer, c'est quand même un peu plus intelligent. Quand c'est en fait pour se foutre de la gueule de Bertrand Cantat, pour dire, mais tu te rends compte de cette histoire de ouf, ben, c'est autre chose que pour rire de Marie Trintignant. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Moi, et à chaque fois que je suis allée voir des spectacles, tu vois, ça, c'est le genre de truc que je regarde. Je n'aime pas les blagues qui sont pour se foutre de la gueule de quelque chose de grave. Par contre, pour le dénoncer, c'est différent. Tu vois? Tout Je sais à pas si fait. j'arrive à me faire comprendre. Mais Si, mais je comprends complètement. Je trouve que l'exemple que tu as donné par rapport au personnage est très intéressant et très pertinent, soit dit en passant. Et du coup, toi qui interprètes des personnages, avant d'aller sur un autre exemple de truc qui nous a pas fait rire, on va parler de trucs qui nous ont fait rire. C'est que, tu vois, par exemple, toi qui joues le personnage, tu as déjà joué des personnages de Maman Parfaite et tu as fait aussi des sketchs sur la diversification alimentaire, sur des trucs comme ça. Et c'est très intéressant parce que t'as eu des réactions de gens qui vraiment n'avaient pas du tout apprécié, quoi. oui. Oui, bah oui. Alors Et- que pourtant, tu peux en parler puisque tu es une maman parfaite. Ouais, mais oui, mais non. En fait, j'avais fait un sketch pour les gens qui écoutent et qui n'ont pas vu ce sketch. J'avais fait un sketch en fait internet, hein, pas sur scène, où je jouais une maman qui pratiquait de la diversification alimentaire avec son enfant. Et en fait, elle lui donnait à manger des OGM, des colorants artificiels, du plastique. Et en fait, c'était pas pour me moquer de la diversification alimentaire. Malheureusement, il y a des gens sur Internet qui l'ont pris comme ça. C'était pour me moquer de ce qu'on mange aujourd'hui. C'était pour dénoncer plus les horreurs qu'il y a dans la bouffe d'un adulte. Parce qu'on dit que la diversification alimentaire, c'est aussi pour préparer l'enfant à l'alimentation d'un adulte. Et en fait, du coup, j'ai voulu faire, si on le prépare vraiment à l'alimentation d'un adulte, alors on le prépare à manger du sac plastique parce qu'il y en a dans le poisson. Et justement, c'est pour dénoncer quelque chose qui me semble grave pour nos enfants, pour nous, pour la Terre. En fait, là, je vais me vanter, et tant pis, c'est comme ça, je vais m'embrasser l'épaule. Mais non, mais pour moi, c'est un sketch qui est bien, qui est important, justement. Sauf que les gens se sont dit, ah là là, elle se moque de la diversification alimentaire. Alors que pas du tout, puisque je pratique la DME et que le moment où j'ai tourné ce sketch, j'avais pas d'enfant et j'étais chez ma sœur. D'ailleurs, c'est chez ma sœur ce sketch qui pratiquait justement la DME et qui m'avait prêté tous les accessoires parce qu'elle a tous les accessoires parce que c'est une maman parfaite elle pour le coup. Elle m'énerve. Mais du coup, c'est parce que en la voyant faire avec son fils, déjà, je trouvais ça super intéressant. Je me suis dit putain, c'est génial. Je vais pousser le concept comme si on lui donnait à manger ce qu'il y a vraiment dans la bouffe d'un adulte aujourd'hui de classe moyenne qui n'a pas l'argent de se nourrir, tu vois. Dans un truc de ouf, hyper bio et machin, ce qui est à dire plus des 3/4 de la population. Et du coup, des gens l'ont pris très mal, ouais, parce qu'ils se sont dit que je me moquais des mamans qui font ça en disant que c'est des mères parfaites. C'est très épuisant. Je sais plus. C'est très épuisant alors que le sujet est cool, quoi, justement. Non, mais Voilà. moi, je trouve ça hyper intéressant. Si tu veux, il y a justement des situations comme ça où on peut créer des personnages. Et ce ce qui me marque, si tu veux, c'est que d'un côté, tu crées un personnage, tu veux, qui va être comme ça. Donc, à ce moment-là, t'étais pas encore maman, mais t'allais le devenir. Et tu peux créer ce personnage, le jouer, et les gens vont vraiment projeter, du coup, quelque chose de très personnel. Alors que là, tu joues un personnage, et tu dénonces quelque chose en même temps, comme on disait juste avant. Alors qu'en fait, toi, dans la vraie vie, donc, tu fais de la diversification menée par l'enfant, oui. de la DME, éducation bienveillante, mais blablabla. moi, je suis une bobo de merde. Moi, mais non, mais bien sûr, je fais la DME, tu vois. T'as tout le pack. Tout le pack. En plus, t'allaites. Oh. Non, mais j'allaite jusqu'à je sais pas quel âge, tu vois. Non, j'ai les produits à la mode avec les petits zips sur les côtés et j'ai une tour d'observation. Tu vois. Moi, j'ai les chaussures Natureo. Non, c'est pas Natureo, c'est quoi la marque là? Tu sais, les chaussures des enfants qui sont bien pour leurs pieds, que tu peux bien. Des trucs souples. Alors moi, je les prends chez Petit Pas de Géant, mais t'as Frodo, Naturino. Voilà. C'est ça. Natureo, c'est un autre truc. Du coup, on n'est pas payé pour faire des placements de produits, je précise. Voilà, c'est juste on parle de notre vraie vie de parents. Voilà. Merde. Sinon, si on avait été payé, on aurait dit que les vêtements d'allaitement dont tu parles, c'est du tagine banane. Voilà. Et je n'ai pas voulu le dire. Mais voilà. Mais tu peux. Parce qu'en fait, il n'y a pas de sponsoring. Voilà, donc tout va bien. Mais voilà, tu vois, bien sûr. Donc oui, je pratique la DME, mais pas tout le temps. Voilà, j'appelle ça une semi-DME. Ce qui ne veut pas dire demi-molle exploitable. Semi-demi-molle exploitable, ce qui est complètement, du coup, encore plus... Excuse-moi, mais je suis un peu choqué parce que tu viens quand même de faire une blague sexuelle sur un truc qui parle de l'enfance. Ouais, c'est vrai. En même temps, sans sexe, il n'y aurait pas d'enfant. Donc écoute... Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. J'en prends bonne note, c'est vrai. Je voulais juste revenir là-dessus. Oui.
sur Internet, malheureusement, tout à l'heure, on parlait du sketch de la DME, donc qui ne veut pas dire de minimum respectable, mais on parlait de ce sketch et on disait oui, il y a des gens qui l'ont pas compris, machin, il y a des gens qui se sont offusqués que je parodie une mère parfaite, alors qu'en fait, bon bref. Mais c'est sur Internet, hein. Sur scène, ce sketch, il se serait jamais passé ça. Voilà, les gens auraient compris que c'était un sketch et ils m'auraient dit ah merci de dénoncer ça. Voilà, tu vois, c'est juste que sur Internet. On est devenu très premier degré parce que comment veux-tu ne pas l'être un peu quand la télé-réalité, par exemple, c'est un exemple, hein, mais la télé-réalité s'appelle télé-réalité alors que c'est tout sauf la réalité. Enfin, tu vois. Donc les gens, si tu veux, ils sont complètement perdus sur Internet. Ils prennent tout premier degré parce que tu vois, puis on te met que des mauvaises nouvelles tout le temps. Donc je pense que quelque chose d'un peu rigolo et léger, t'as plus l'habitude parce que en fait ça sert à ça, à balancer, à angoisser les gens, d'entretenir une sorte d'angoisse géante. C'est terrible. Et donc du coup les gens s'offusquent de tout et sont au premier degré hypersensibles, ne comprennent plus que les sketchs. Enfin c'est devenu très dur. Et je pense que je me suis aussi, je suis tombée dans mon propre piège puisque j'ai donné beaucoup mon avis sur des choses en étant sérieuse et tout plusieurs fois. Et alors que je suis humoriste. Et du coup, aujourd'hui, les gens, je pense, sur Internet ne font plus de la différence. Tu vois, après, je suis peut-être très, très bonne comédienne aussi. Non, mais tu vois, voilà, à force d'avoir parlé, par exemple, de harcèlement scolaire ou de choses qui me touchaient, je me suis laissée un petit peu engrainée dans ce truc qu'est Internet, de trop te dévoiler. Et du coup, aujourd'hui, les gens ne font plus la différence entre le moment où je vais faire de l'humour ou le moment où je vais pas en faire. Tout simplement, où je vais parler d'un truc sérieux. Je pense. Voilà. C'est un peu le piège d'Internet aujourd'hui. C'est un peu un journal intime à ciel ouvert. Enfin... Je savais pas que tu avais été sur des sujets de harcèlement scolaire, tu vois. Ah, énormément. Ok. Ah, énormément, parce que je suis une ancienne harcelée à l'école. Et du coup, quand tu entends des vannes sur le harcèlement scolaire, qu'est-ce que tu... Je rigole. Tu rigoles. Oh oui. Ok. Oui, je rigole si c'est bien fait. Si c'est pour dénoncer. Oui, c'est ça. Voilà. Je vais rire si c'est pour dénoncer, tu vois. Si c'est une vague pour se foutre de la gueule des victimes qui serait trop faible... Non, ça va moins me faire rire. Mais je peux quand même laisser passer en me disant que l'humoriste a raté sa blague. Okay. Parce que ça arrive aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on est devenu un peu trop... Ouais. On est trop sur les nerfs, tu sais. Il a fait une blague qui passe pas. Ah, vite, on va l'humilier sur la place publique, on va disliker, on va envoyer cette personne au casse-pipe, tu vois. On va signaler. Voilà. Et en fait, je pense qu'il faut aussi accepter, c'est le malheur de notre siècle, mais que des fois, on peut faire des erreurs, on peut faire des mauvaises blagues, on peut se rater. Tu sais, tu le vois ce moment en famille à Noël quand d'un coup ton oncle il fait une blague de trop parce qu'il est un peu bourré et qu'après il a un peu honte et que tout le monde est gêné. Bon ça arrive sur Internet, sauf que quand c'était ton oncle, il y avait pas Internet quoi. Tu vois. Oui, après on peut aussi reconnaître son erreur. Ça c'est clair et net. Parce qu'aujourd'hui il y a quand même certaines figures qui ont beaucoup de visibilité qui ne reconnaissent jamais une erreur. Que non mais ça c'est clair. Beaucoup de gens, même la majorité, tu vois quand même, ou même sur les vidéos YouTube, c'est comme ton oncle à Noël qui va dire ah pardon je suis con c'est parce que je suis bourré. Voilà exactement. Oui bien sûr, mais c'est sûr que ça c'est plus aussi simple que ça. Ouais. J'en profite pour vous dire que si jamais vous voulez réagir à l'épisode, à ce qu'on est en train de dire, on est sur des sujets sensibles. Vous avez en description de l'épisode un lien pour SpeakPipe où vous pouvez laisser un audio de 5 minutes et donner votre avis sur tout ce qu'on est en train de se dire parce que c'est vrai que l'amour c'est parce que c'est vrai que l'humour c'est quand même quelque chose de très subjectif, donc n'hésitez pas à réagir. Aussi, hein. Et l'amour aussi. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le podcast de Papatriarcat. Détendez-vous, dépliez vos jambes. Tout va bien se passer. Donc merci Laura pour cette interlude parce qu'en fait je viens de me rater dans ma phrase qui a sûrement été coupée par Alice Krief que vous connaissez des belles fréquences qui montent les épisodes et du coup Laura a comblé comme ça pour faire un truc sympa. Merci. Et donc je disais qu'il y a un sujet qu'on avait abordé en début d'épisode et sur lequel je voulais revenir, c'était le fait de donner son avis quand on est humoriste. Notamment, encore là tu parlais de quelque chose que tu connaissais, c'était le harcèlement scolaire que tu maîtrisais, mais il se trouve qu'il y a des humoristes qu'on voit donner leur avis sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas, comme par exemple l'éducation. À tout hasard. À tout hasard. À tout hasard. En plus, c'est le sujet du podcast, donc ça tombe bien. Mais justement, moi, je comprends pas justement cette démarche de prendre un sujet qu'on ne maîtrise pas de manière évidente, qu'on aborde uniquement avec ses préjugés personnels, et de venir comme ça, comme un donneur de leçons ou une donneuse de leçons pour ne pas donner d'indices. Mais ça s'appelle le melon, monsieur. D'accord, ok. C'est vraiment qu'une histoire d'égo. Oui, je pense que c'est une histoire d'égo. Je vais te donner mon avis du coup, puisque tu me le demandes. Oui, mais là je te le demande. Il est sollicité, comme on dit. En fait, je pense qu'avec Internet, il y a des gens, et j'en fais partie, qui d'un coup ont plein de gens qui les suivent,
Alors qu'en fait, avant, c'était des gens lambda qui faisaient leur petite vie et qui n'étaient pas plus écoutés que les autres. Et d'un coup, parce qu'ils sont vachement écoutés et que normalement, ils sont censés faire des blagues, tu vois, ils se sentent pousser des ailes et ils se disent que s'ils sont tant écoutés, c'est peut-être parce qu'ils sont super importants, c'est peut-être parce qu'ils ont tout le temps raison. Et du coup, ils se permettent de se dire, puisque j'ai tout le temps raison, et que des gens se disent que j'ai tout le temps raison, alors c'est que j'ai raison. Alors je vais encore plus avoir raison, et je vais prendre mon petit portable, et je vais me filmer, dire ça, parce que si j'ai autant de gens qui sont d'accord avec moi, c'est sûrement que j'ai raison. Oui, mais tu oublies que les gens qui sont d'accord avec toi sont peut-être cons. Et ça ne veut pas dire que tu as raison. Ça veut dire qu'il y a des cons qui te suivent, tu vois. Et c'est malheureux parce qu'il y en a plein des cons, tu vois. Et puis tu es peut-être un petit peu con aussi. Et du coup, le mec, il donne son avis sans faire de blague. Du coup, il a oublié de faire son métier. Il a oublié que sur ses réseaux sociaux, normalement, ça servait à ça. Et il donne un avis débile, d'un débile, à des gens assez débiles pour dire c'est vrai, t'as raison. Voilà. Et j'ai même envie de te dire que du coup, faut lâcher l'affaire. Tu vois, il va pas éduquer les gens parce que de toute façon, les gens qui sont d'accord avec lui de base, c'est un peu perdu quand même, je pense. On est un peu complètement d'accord. Bon, après là, on est allé. Alors généralement, on pose pas de jugement dans mon podcast, là c'est raté. Mais on va garder. Parce que je sais de quoi on parle et oui, mais tout à fait. Je sais de quelle vidéo tu parles et en fait c'est hardcore, c'est abusé, il faut le dire aux gens quand même. C'est un humoriste qui a donné son avis sur l'éducation, il n'a pas d'enfant, il ne sait pas, il a dit un truc qui est gravissime, qui est très énervant pour les gens qui ont des enfants pour le coup, et même ceux qui vont en avoir ou qui n'en ont pas. Franchement, c'est super énervant. Et du coup, il y a plein de gens qui sont d'accord avec lui, et tu peux pas être d'accord avec des propos comme ça, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible, surtout dans la façon dans laquelle c'est fait, c'est pas possible. Tu vois, tu peux pas. Justement, c'est la question que tu as quand je t'écoute. Ce qui me vient, si tu veux, en premier, c'est quand même de me dire, en effet, ce sont des personnes comme toi, qui ont une grande communauté, qui sont très suivies. Et avec les réseaux sociaux, il y a aussi ce truc qui vient de si les gens le suivent beaucoup ou la suivent beaucoup, c'est que il dit des trucs vraiment importants et qu'il a raison, comme tu me disais. Et à quel moment on peut aussi se dire tiens, j'ai peut-être quand même une responsabilité dans les messages que je passe au niveau de la société, au niveau de l'influence que je peux avoir, parce que là on parle vraiment d'influence. À quel moment tu te dis que tu as de la responsabilité ? Ouais. Quand tu réfléchis un peu, d'où on en revient au même sujet. Okay, quand tu réfléchis un peu. Voilà. D'accord. Ouais, c'est vraiment tu réfléchis un peu et quoi. tu te rends compte, tu vois, par exemple, moi souvent, on m'a souvent demandé en interview, mais pourquoi, tu vois, c'est pour ça que je me suis fait avoir mon propre piège, mais pourquoi tu as décidé de parler de harcèlement scolaire, ou pourquoi tu parles des violences faites aux femmes, ou pourquoi tu parles des féminicides, pourquoi tu parles de l'homosexualité ? Parce que je me suis dit, à un moment donné, avec autant de gens qui m'écoutent, je suis encore libre à peu près de mes réseaux sociaux et d'y dire ce que je veux à peu près. Donc, autant bien m'en servir parce qu'il y a trop de trucs qui ont du pouvoir et qui disent n'importe quoi. Donc, tu vois, pour moi, c'était une responsabilité de me servir aussi de mes réseaux sociaux pour dénoncer des choses, pour essayer de faire avancer les choses, tu vois. Et je pense qu'il y a des gens qui s'en servent mal, c'est tout. Tu vois, j'ai pas de... En fait, ça m'épuise comme sujet parce que je veux bien qu'on continue, attention, mais quand je dis ça, tu l'entends, ça m'épuise parce que c'est. En fait, j'ai l'impression de me battre contre un mur, tu vois. Désolé, j'ai dit qu'il y avait des gens cons, mais ouais, je pense qu'il y a des gens cons, tu vois. Franchement, pour dire oui, c'est vrai, à des propos, tu vois, de quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui se permet de juger l'éducation. Non, moi, je trouve que c'est débile et je l'ai vu aussi sur mes réseaux sociaux. J'ai fait récemment, je sais plus ce que c'était même, j'ai fait un truc, tu vois, où je parlais des enfants dans une vidéo humoristique. En plus, je disais que j'avais été jugée par... Le pire, c'était quand on se faisait juger par des gens qui n'avaient pas d'enfants dans l'avion, tu vois. Tu te sens mal à l'aise parce que tu te dis, putain, les gens, ils me regardent, ils n'ont pas de gosses et ils se disent, ah, c'est pas comme ça que je ferais avec mon enfant. Ah, elle fait pas bien. Voilà. Mais c'était une blague, je faisais une blague. Moi, en plus, en disant que j'ai été cette personne. J'ai jugé des gens qui avaient des enfants. Moi aussi, On a tous fait ça. Clairement. Tu vois. Mais genre, du coup, je me suis retrouvée avec des gens vénères en disant, et alors, c'est pas parce que t'as pas d'enfant que tu peux pas y mettre un jugement. En fait, si. Malheureusement, je pense que quand tu n'as pas d'enfant, c'est compliqué d'émettre un jugement sur des parents qui en ont. Parce qu'en fait, je m'en rends compte aujourd'hui, on le fait tous, et c'est pas grave, on fait tous des erreurs, et on s'en rend compte après, et du coup, on se prend une petite claque de la vie quand même. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'un enfant, tu peux pas le contrôler. C'est une personne à part entière, même à 1 an.
Il a justement, surtout parce qu'en plus à 1 an, tu vois, lui, voilà, il comprend pas tout ce que tu lui dis et tout. Tu vois, t'es obligé de trouver des communications avec lui qui se met à comprendre et tout, mais c'est pas comme un enfant de 5 ans, tu vois, qui capte vraiment ce que tu lui dis. Et en fait, je me dis, mais en fait, tu peux pas faire ce que tu veux de ton enfant. Tu vois, tu peux pas lui dire, tu arrêtes de parler maintenant, tu arrêtes de faire du bruit, tu arrêtes de crier parce que c'est ses émotions, c'est comme ça, tu vois. Et en fait, ça, je m'en rendais pas compte avant d'être mère. Je me disais, pourquoi cet enfant il crie, il arrête pas de crier, putain, ils peuvent pas faire un truc les parents dans le train, tu vois. En fait, non, ils pouvaient pas faire un truc. Ils faisaient de leur mieux, en fait. Ils faisaient de leur mieux. Ils étaient mal à l'aise, en plus. Et ils espéraient que leur enfant arrête, parce qu'ils savent, en plus, qu'il y a les gens qui les stressent. Et du coup, l'enfant est encore plus stressé, parce que les parents le sont. Enfin, c'est une catastrophe, tu vois. Et du coup, de pas comprendre ça quand t'as pas d'enfant, c'est insupportable. Quand tu le vis, du coup, et que toi, t'es stressé toute la journée, ben, du coup, c'est insupportable. Enfin, bon, bref, voilà. Non, tout à fait. Non, mais tu vois, c'est insupportable, quoi. Je trouve ça très intéressant et ça m'amène une question assez simple, c'est est-ce que du coup il faut forcément être concerné pour parler d'un sujet? Franchement, je suis très partagée. Peut-être que du coup on va Explorer. explorer ça ensemble parce que Explorons. je me disais toujours je suis pas un chien et pourtant bah, si demain il y a des gens qui lancent une association pour sauver des chiens, je suis pas un chien et pourtant je vais être touchée, tu vois. Je pense qu'on peut non. Je pense que tu n'as pas besoin d'être complètement concerné pour parler d'un sujet. C'était ça la question. Oui, tout à fait. Non. Ouais. Bah, tu vois, par Ça exemple, veut dire que tu t'ouvres aussi aux autres. C'est important, quoi, tu vois. parler de l'éducation quand t'as pas d'enfant, très concrètement, est-ce que ça veut dire qu'il faut pas du tout en parler ou est-ce que ça veut juste dire que ton champ de tir, ton champ d'expression et de création en tant qu'humoriste, par exemple, bah, c'est le champ justement de ceux qui n'ont pas d'enfants. C'est le champ de dire, par exemple, tu peux très bien, je pense que tu peux très bien rire de dire, je sais pas, oh là là, je vois monter la famille avec les 2 gamins, le machin. Ah oui. Tu vois, là, tu ris de toi, en fait. Oui, Tu ris de ce que toi tu ressens. Oui, bien sûr. Il n'y a sûr. pas de jugement. Non, mais c'est pareil. On en revient toujours au même point. C'est-à-dire que si on peut parler d'éducation, même quand on n'a pas d'enfant, parler d'éducation, rire d'éducation, écrire peut-être dessus, mais émettre un jugement sérieux et réel, non. Oui, tout à fait. Ouais. Tu vois. Mais par contre, tu peux parler d'éducation. Moi, je parlais souvent de ma sœur à l'époque parce qu'elle m'a toujours fascinée, ma sœur avec ses enfants. C'est un long sujet de sketch, tu vois. Du coup, j'ai parlé de l'éducation de ma sœur, j'ai imité ma sœur. J'ai joué la maman dans certains sketchs en imitant ma sœur ou du moins en m'inspirant de certains de ses combats et tout, parce que vraiment, elle me fascine. Je la trouve exceptionnelle, ma sœur, tu vois. Et c'est aussi parce que je la trouve exceptionnelle que j'aime la parodier, tu vois. Mais du coup, je le faisais à travers elle et pourtant, j'étais pas maman, tu vois. Par contre, jamais je me serais permis d'émettre un jugement, ne serait-ce que sur scène, en disant c'est n'importe quoi ce qu'il fait avec ses gosses, parce que, enfin non, tu vois. Si c'est pas pour rire, en tout cas. Est-ce que je me demande si c'est pas un petit peu le lot aussi de la communication et des médias qu'on a aujourd'hui, tu vois, quand je pense à certaines émissions où il n'y a plus que des chroniqueurs et des chroniqueuses, en fait, il n'y a plus vraiment de spécialistes du sujet. Je repense à une émission que j'ai déjà commentée dans un bonus du podcast sur Papatriarcat Plus. C'est une émission qui s'appelle Estelle Midi avec Estelle Denis. En fait, sur le plateau pour parler éducation positive, t'as Estelle Denis, un infectiologue de Paris, un journaliste économiste du sport et une autre journaliste qui n'est pas plus spécialisée non plus d'éducation. Ouais. Et du coup, ça m'avait vraiment marqué parce que c'est vraiment, tu vois, ça fait vraiment discussion de comptoir, tu vois, où alors que ce sont des gens qui ont une certaine crédibilité de par l'audience et l'audimat qu'ils ont. Et c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle et je me demande si pour les humoristes c'est pas un peu pareil. Il y a un moment où tu réfléchis vraiment, creuses ton sujet. Moi, il y a des fois des humoristes et là du coup je suis très jugeant dans ce que je veux dire, mais il y a des fois des humoristes j'ai envie de leur dire mais creuse ton sujet. Quoi. Bah oui. Tu peux tourner ta blague mais t'as différemment. le droit. Tu peux rire de la même chose, tu vois, comme on le disait tout à l'heure, en incarnant différemment, en créant des personnages, en créant des situations. Mais est-ce que du coup, moi ce que je comprends c'est qu'il y a aussi ce côté très facilité dans les médias aujourd'hui. Ma question du coup c'est, est-ce que t'as pas l'impression que par rapport à ces médias et ces réseaux sociaux, c'est plutôt quelque chose c'est eux qui nous nourrissent et qu'on subit, plutôt que nous qui nourrissons ces médias? On s'écarte un peu du sujet, mais c'est vraiment une question qui m'interpelle là. Les deux vont ensemble. Tu parles des réseaux sociaux, hein. Ouais, bah oui, carrément. En fait, les réseaux sociaux nous demandent beaucoup parce qu'il faut toujours faire pour que eux ils puissent placer leur pub.
Et nous, du coup, enfin, si tu vois, ça va dans les deux sens, quoi. On est tous victimes de tout ça et on fait sans réfléchir. Malheureusement, on réfléchit moins aujourd'hui. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. On réfléchit moins à nos contenus et tout. C'est très difficile. Mais je suis assez fière de ce que je fais avec Arthur, du coup, parce que j'estime qu'on a des ratés. On a des ratés. J'ai surtout des ratés dans mes débuts, je pense, sur mes vidéos, parce que à l'époque, si tu regardes ce que je faisais, moi-même, des fois, je me dis, mais j'ai dit un truc comme ça. Franchement, j'ai tenu ce propos-là. Et Ouais, tout à fait. et c'est normal, on évolue, tu vois. Mais on essaie de réfléchir vachement. Par exemple, avant, j'improvisais beaucoup plus mes vidéos. Maintenant, tout est écrit. J'écris. Parce que le fait d'écrire me permet de me poser, de relire mes textes, me dire, OK, je le fais. Même pour un réel d'une minute 30, j'aime proposer un truc écrit, tu vois. Après, Tout on à aime, fait, on ouais. n'aime pas, on est vexé ou pas. En tout cas, moi, j'estime que j'essaie de traiter des sujets en dénonçant beaucoup et tout en faisant aussi de l'humour de plus en plus. Je pense que je tape de plus en plus dans l'humour noir aussi parce que ça commence à me plaire de plus en plus parce que le monde est moche et que du coup, j'aime bien m'inspirer de ce qu'il y a autour de moi, c'est-à-dire d'un monde moche pour faire de l'humour. Essayer d'en rire, mais voilà. Mais ouais, du coup, c'est la merde. Hein. Et bon, on a parlé de rire des enfants, on a parlé de rire des parents. Je voudrais élargir un tout petit peu le sujet parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même des trucs où il y a des gens qui peuvent beaucoup se moquer des autres. Tu vois, tu parlais de la télé-réalité, mais il faut pas trop se moquer d'eux. Ouais. Ah ouais. Là mais aussi, c'est juste un sujet d'ego ou... Alors, on va peut-être pas être d'accord et tout, hein. Mais moi, j'aime me moquer de la télé-réalité. Ouais. J'aime me moquer de la télé-réalité, vraiment, faire des blagues dessus et tout. Je parle de la télé-réalité, hein. Pas forcément de la personne en soi, mais j'aime me moquer de la télé-réalité parce que j'ai envie d'éradiquer ça. Je trouve que c'est le malheur de notre siècle, que c'est la télé-réalité, c'est un génocide. Tu vois, enfin, déjà, quand tu vois que des stars de télé-réalité aujourd'hui deviennent influenceurs pour te vendre des produits de merde toute la journée, dans un moment où il faudrait qu'on arrête de consommer de la merde, pour moi, c'est un génocide, ça touche beaucoup les ados, c'est terrible, ça te laisse dans des carcans, les gamines, dans des trucs de il faut avoir des gros seins, il faut avoir des fesses comme ci, il faut avoir comme ça. Enfin, tu vois, moi, j'ai jamais autant souffert que quand ma nièce de 14 ans était. Liker les photos de Maëva Guénam sur Instagram, ça m'a fait souffrir. J'ai dû en parler à ma sœur et tout. C'était trop dur parce que je voulais pas qu'elle grandisse avec ces carcans-là, tu vois. Et en fait, la télé-réalité, pour moi, c'est. Faire des blagues dessus, pour le coup, c'est vraiment. Parce que c'est un truc qui me. Heureusement que je fais des blagues. Ça m'aide à moi me sentir mieux, à rire et à un peu évacuer. Mais ouais, moi, je me moque de la télé-réalité et je n'ai aucune ouverture d'esprit là-dessus. Quand on me dit, ouais, mais chacun fait ce qu'il veut, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'à partant du principe qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent. S'ils font de la télé-réalité, c'est justement parce qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent. C'est complètement contraire à la liberté d'être et de faire. Enfin bon, bref, voilà. Il faudrait qu'on parle pendant 4 heures pour que je développe le sujet. En fait, ça m'amène, ça me renvoie à une phrase qu'on entend souvent quand on parle d'humour, une phrase que je peux moi-même dire, notamment concernant les enfants. Parce que tu sais, quand on fait des pranks aux enfants, c'est horrible. Là, tu vois, un peu avant qu'on enregistre ce matin, je voyais qu'il y avait une famille aux États-Unis, qui est une famille qui expose ses enfants sur les réseaux sociaux. Après, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, qui expose ses enfants en leur faisant des pranks. Donc, des pranks, c'est des blagues pour se moquer d'eux. Et ils ont perdu la garde de 2 de leurs enfants, ce qui en soi est, je pense, une bonne nouvelle pour les enfants. Parce que le dernier prank, c'était... ils avaient eux-mêmes fait une bêtise, entre guillemets, dans la chambre de l'enfant, et ils lui faisaient croire qu'il pensait que c'était lui qui l'engueulait, et à la fin c'était un prank, et en fait le gamin, il filme tout, si tu veux, le gamin qui pleure, le gamin qui machin, ils sont en train de lui dire mais t'es un menteur et tout, enfin voilà. Et donc du coup ça nous ramène sur d'autres sujets, tu vois, par rapport à la télé-réalité notamment. Il y a cette fameuse phrase qui dit on peut rire avec mais pas rire d'eux. Je sais pas si tu la connais. Si. Et du coup, donc toi tu ris de la télé-réalité. Ouais, moi je ris de la télé-réalité. Ok. Ouais, et en plus parce que j'y ai travaillé longtemps. D'accord. Pendant 3 ans de ma vie, j'ai été chargée de casting en télé. C'était les pires années de ma vie. J'étais jeune et c'était horrible. J'ai fait ça un peu parce que je voulais être intermittent du spectacle, ça m'aidait. Du coup, je me suis retrouvée là-dedans et comme je suis très sociable en fait en soi, et que j'aime les gens, du coup, j'allais en casting chercher des gens pour les téléréalités et très vite je me rendais compte qu'en fait je les donnais comme un steak à une chaîne qui s'en foutait, qui allait en faire des produits, quitte à complètement les épuiser, tu vois, les assoiffer d'argent et les jeter après quand ils seront un peu périmés. Et en fait du coup je me suis dit c'est n'importe quoi, et j'ai quitté la télé et tant mieux parce que c'est vraiment le pire. Ça aussi c'est terrible, hein, la télévision.
Et en fait, du coup, en plus, quand je regarde la télé-réalité aujourd'hui, je sais un peu l'envers du décor, je sais même beaucoup l'envers du décor. Je sais ce qui s'y passe, je sais vraiment ce qui s'y passe, et c'est juste, c'est vraiment, il faut éradiquer ce truc, faut que ça n'existe plus. Tu vois, on a plus le temps là. Je veux dire, il y a des urgences. En fait, il y a une urgence climatique. Tu vois, c'est la pire, je pense, de toutes les urgences. C'est-à-dire qu'on va tous mourir à un moment donné. Tu vois, et nos enfants avec. Et là, il y a des trucs où il faut arrêter de prendre des pincettes. Et là, il faut dire non, ce genre de trucs qui rendent les gens bêtes, qui t'enferment dans de la débilité profonde, qui te poussent à consommer, à ressembler à quelque chose qui n'est pas humain. Enfin, non, faut arrêter. Hop, ça, on arrête, tu vois. Et on essaye de reconcentrer les gens sur les essentiels ou des choses un peu plus intelligentes. On essaie un petit peu de les faire réfléchir, de faire refonctionner nos cerveaux, parce que là, ça va pas, là, tu vois. Ou alors, c'est fait exprès. Ou alors, on veut complètement éradiquer la race humaine, on nous le dit pas. Il y a une station spatiale qui nous attend, là, tu vois, quand on est riche. Voilà. Et en fait, on nous enferme dans notre merde, tu vois. Et, voilà, et plus on est teubé, moins ce sera douloureux de mourir d'un coup. C'est très complotiste. Voilà. C'est possible. C'est le podcast. Voilà. Le podcast complotiste. Bonjour. Oui, tout à fait. Mais non, mais c'est une blague. Hein. Mais oui, voilà. mais bien sûr. C'est pour ça, des fois, je me dis, mais c'est pas possible, c'est fait exprès quand même. C'est pas possible. On veut nous hébéter au point de moins souffrir et d'être complètement, je sais pas, complètement indolore. Et tu vois, c'est pas possible. Enfin, franchement, voilà. Et ça, c'est le grand sujet de ma vie. Pour finir l'épisode, je voudrais extrapoler encore un petit peu. On entend souvent dire, notamment sur les réseaux, que des gens comme Coluche, des proches, n'auraient jamais pu faire leur carrière aujourd'hui parce que l'époque, parce qu'on peut plus rien dire. Qu'est-ce que t'en penses ? Si, en fait, si je suis là et s'il y en a d'autres, c'est qu'ils auraient pu. Voilà, ils dénonçaient pas plus que nous aujourd'hui. Tu vois, il y en a plein qui... Ça m'énerve. Je pense que c'est une belle phrase de boomer, d'ailleurs. Ouais, c'est pas des proches, genre, c'est pas Coluche. Mais en fait, ils auraient fait comme tout le monde. Déjà, ils auraient galéré, comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils auraient été humoristes aujourd'hui. Donc, ils auraient posté leurs trucs sur Internet pour ramener les gens dans les salles. Parce que c'est pour ça qu'on le fait. Hein, tu vois, on poste des sketchs sur Internet. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être sur scène. Hein, donc, du coup, on poste sur Internet pour que les gens regardent sur Internet. Je vais prendre une place de spectacle. Tu vois. Et comme on est nombreux à le faire, le marché est très serré. Donc, on poste plein de vidéos. Tu vois. Et donc, Coluche, il aurait fait pareil. Il aurait posté ses petites vidéos. Puis, en fait, il aurait attendu un peu. Puis, d'un coup, il aurait eu tous les commentaires des gens dessous. Et il aurait souffert. Tu vois, de se prendre ça dans la gueule parce qu'en fait Coluche était un être humain comme tout le monde, donc sauf que Coluche il avait pas ça. Coluche il faisait ses spectacles où il passait à la télé mais il avait pas les commentaires en direct des gens et tout, tu vois. Et puis Coluche comme tout le monde il aurait dû fermer un petit peu sa gueule parce que sur internet tu peux pas dire ce que tu veux, tu vois, il y a un algorithme qui contrôle tes dires, tu vois, sinon hop là t'es signalé ou tu vois, ou t'es squeezé ou t'es shadowban, tu vois, comme moi en ce moment. Et en fait il aurait pas pu. Tu vois, il aurait pas pu. Ça, c'est juste une phrase. Je ne peux rien te dire de plus que, en fait, c'est juste qu'il n'est pas né à notre époque. Mais s'il était à notre époque, il subirait ce qu'on subit. Parce que des humoristes qui balancent vraiment, type genre Pierre-Emmanuel Barré, tu vois. Ouais. Enfin, Coluche ne balançait pas plus ou moins que Pierre-Emmanuel Barré, hein, tu vois. Voilà. Et pourtant, il fait son métier. Tu vois. Donc voilà ce que j'en pense. Je pense que voilà, il aurait galéré comme nous, hein, parce que c'est terrible. Et moi, j'envie quand même cette époque où les humoristes étaient humoristes et que les gens avaient conscience qu'ils faisaient de l'humour, tu vois, et que de toute façon, même s'ils n'en avaient pas conscience, ils étaient sur leur canapé et ils faisaient juste c'est un con, j'aime pas ce qu'il a dit, et il n'avait pas besoin de l'exposer. Oui, mais en même temps, comme tu l'as souligné et comme on l'a souligné plusieurs fois dans l'épisode, il y a quand même un sujet d'époque. Où en effet, ils n'étaient pas obligés de produire des contenus comme ça tout le temps. Ce qui fait peut-être que tu dérapes aussi dans quelque chose qui est de moins bonne qualité, quoi. Ouais, ou peut-être qu'il y a des gens, du coup, qui ne seraient pas devenus humoristes. Possible. Tu vois oui, clairement. Ouais. Ça aurait pu être une bonne idée. Et l'autre, pour finir l'épisode... C'est vrai. J'en ai plein, je l'ai dit. Non, je déconne. Non. On a réussi à pas citer de nom. Je dis jamais de nom. Jusque-là, et parce qu'il faut respecter aussi. Mais je pense vraiment qu'il faut respecter, parce que je pense que tout comme les personnes de la télé-réalité qui sont quand même aussi un peu brisées par le système dont tu parlais. Moi, ils me font de la peine. Tu vois, voilà, je pense qu'il faut respecter parce que chacun essaye de faire de son mieux. Donc, Mais juste pour en revenir à ça, quand je parle de télé-réalité, tout à l'heure je te l'ai précisé, je t'ai dit je ris de la télé-réalité. Oui, pas. Je ris pas de la personne tout à en fait, soi. complètement. Tu vois, voilà. Mais c'est comme quand,
pour faire un autre parallèle, c'est comme quand moi je parle de l'école de manière très sérieuse en tant que système. Voilà, j'attaque jamais les profs en fait, parce que les profs ils font ce qu'ils peuvent aussi. Donc tu vois, c'est sûrement, je pense que c'est un peu la même chose. Pour finir, j'aimerais quand même qu'on aille sur quelque chose de positif, d'une professionnelle de l'humour. Tu verras demain. Ça, voilà, oui, parce que demain je vais voir le spectacle de Laura, mais du coup, quand l'épisode va sortir, il sera passé depuis quelques temps quand même. Du coup, j'en profite pour faire un petit coup de promo quand même par rapport au moment où sortira l'épisode. Laura Calu a son nouveau spectacle en cours de rodage que vous pourrez bientôt retrouver, nous l'espérons, en tournée plus tard. À partir du mois de mars. À partir du mois de mars, voilà. À partir du mois de février même. À partir du mois de février, voilà. Petite promo sans algorithme, sans rien, tranquillement entre nous. Mais voilà, le petit conseil que je voulais te demander, c'est quel conseil tu pourrais donner aux gens justement pour essayer de faire des bonnes vannes, même sur des sujets, si tu veux. On a donné quelques exemples tout à l'heure avec le fait même avec cette fameuse gifle, si tu veux, même pour dénoncer des choses, de parler de racisme. Mais comment est-ce qu'on peut essayer, si tu as des tips pour vraiment construire une bonne vanne? Une bonne vanne. Ouais. Il faut pas copier les autres humoristes. Il faut qu'elle soit inédite. Donc, pas copier les autres humoristes. Et je tiens à dire ça parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de plagiat ces dernières années. J'en ai même souffert moi-même. Et donc, du coup, il faut arrêter de copier les autres humoristes. Il faut essayer de réfléchir à pourquoi tu fais une vanne. C'est-à-dire, OK, ça me fait rire. Pourquoi ça me fait rire? Qu'est-ce que ça peut dénoncer? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la double lecture? Tu vois? Qu'est-ce qu'on comprend de cette vanne? Est-ce que c'est juste drôle, comme on en parlait tout à l'heure, parce que je mets une gifle et qu'un enfant qui pleure, c'est marrant parce que ça nous énerve? Ou est-ce que c'est drôle parce qu'un enfant qui pleure, c'est pas forcément marrant, mais pourquoi ça va devenir marrant? Est-ce que c'est parce que je parodie un gros con qui fait ça? Tu vois, voilà, faut réfléchir au sens de ta vanne. Juste une vanne comme ça, sinon tu t'arrêtes au prout, quoi. Tire mon doigt, tu vois. Et c'est très drôle, tire mon doigt. Mais en fait, si tu veux aller un peu plus profondément, quand t'écris une vanne, faut essayer de savoir pourquoi tu l'as fait et qu'est-ce qu'elle peut dénoncer, qu'est-ce qu'elle peut apporter, parce que je pense que l'humour, avant tout, c'est un super moyen de communication. Et c'est un super moyen pour dénoncer. Donc autant s'en servir à bon escient, parce que ça met tout le monde d'accord. Quand on rigole de quelque chose, du coup, tu prends tout le monde avec toi, puis tu touches le cœur. Par exemple, l'humour, ça va toucher la même chose que la peur dans ton corps, tu sais. Par exemple, moi, en tant qu'humoriste, faire peur dans une maison hantée, je l'ai déjà fait à l'époque, faire peur en tant que comédienne dans une maison hantée, ça me provoquait le même plaisir que faire rire. Tu vois, et du coup, par des choses qui sont si naturelles, on en parlait au tout début, mais voilà, un sentiment qui est si naturel, tel que le rire, le fou rire et tout, tu peux faire passer beaucoup de messages à plein de gens qui d'habitude sont hyper hermétiques. Tu vois, je suis persuadée que tu peux, par exemple, convaincre un homophobe de plus l'être juste en le faisant rire de sa propre situation. Juste en lui disant, regarde comment t'es con, regarde comment t'es con, je vais te parodier 2 minutes, tu vas dire, ouais, c'est vrai, je suis con. Et ben en fait, ça aide à faire passer beaucoup de messages et c'est pas violent. Voilà. Ouais, très intéressant. Je pense. J'ai moi-même une vanne d'humour noir sur les violences éducatives que j'ai pas encore osé poster sur les réseaux sociaux, tu vois. Ouais, moi, à chaque fois, je te dis vas-y. C'est vrai, tu me dis vas-y, c'est vrai. Peut-être que j'aurais posté d'ici à la diffusion de cet épisode. Ouais. Sinon, peut-être qu'un jour, j'oserais la poster. Merci beaucoup, Laura Calu, pour tout cet échange. Mais c'est surtout parce qu'il y avait des cannelés en cadeau. Hein. C'est vrai, parce que quand Laura est arrivée, il y avait des cannelés. Des cannelés, de la pâte à tartiner au cannelé, des bonbons au cannelé et du pâté au cannelé. En fait, voilà. C'est des cannelés dans de l'alcool, je pense. C'est dans du rhum, ouais. Dans du rhum, voilà. C'est très très bon. C'est très très bon, c'est hyper allaitement friendly. Ouais. Voilà, donc ça, alors du coup, c'est toujours pas sponsorisé l'épisode, mais ça vient de chez la Toque Cuivrée. Si jamais vous allez à Bordeaux, c'est l'endroit, c'est vraiment les boutiques où il faut aller. C'est trop bon, je suis trop contente. C'est très très bon et c'est pas cher, contrairement à une autre marque, je ne citerai pas, qui s'appelle Bayardran. Voilà, mais chez Bayardran, c'est très bon aussi, c'est juste que c'est très très cher. Voilà. Merci beaucoup, Laura, pour cet échange, et vivement que je vois ton spectacle demain, au moment où on va enregistrer. Trop cool. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.